Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Le titre c'est comment gérer le confinement avec le mari. La dernière fois c'était avec les enfants, bien qu'il y ait encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Aujourd'hui c'est comment gérer avec le mari parce que pour beaucoup d'entre nous, nous sommes donc chez nous, enfermés avec notre conjoint. Alors voilà, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Je vais essayer de donner quelques petits points, quelques petites techniques à se souvenir dans des moments de vérité, dans les grands moments d'incohérence, dans les moments où on n'est pas d'accord l'un avec l'autre. C'est en général ce qui fait péter le fusible, c'est quand on n'est pas d'accord l'un avec l'autre sur la vision de voir les choses, sur qu'est-ce qu'on fait maintenant, comment on gère notre journée, qu'est-ce qu'on fait, par quoi on commence, qu'est-ce qu'on nettoie pas. Et c'est vrai que tout au long de l'année, la femme a l'habitude, dans la vie normale, de gérer sa vie. Et plus le temps va, et plus la femme s'est habituée à gérer sa vie seule, à faire des choix sans demander conseil, sans prendre l'accord de son mari, sans quoi que ce soit. En se faisant confiance à elle-même, elle choisit, elle décide, et puis elle agit. D'accord? Je décide, j'agis. Je décide, j'agis. Je veux réorganiser cette étagère de cette manière, j'agis. Je veux aller me reposer, je vais me reposer. Et tout d'un coup, on se retrouve à deux sous le même toit. Et souvent aussi, il y a des petites caméras autour de nous qui sont les enfants, qui sont les vraies caméras. Et à part ces caméras-là, je ne suis fan d'aucune caméra autre que celle-ci. Je ne recommande pas du tout de filmer la vie privée de la famille. Ça ne concerne que la famille. Donc je parle des petites caméras des yeux des enfants qui filment tout et qui observent tout et qui intègrent tout. C'est-à-dire que les choses ne sont pas perdues quelque part. C'est pas que ça rentre dans une oreille et ça sort de l'autre, ça rentre dans le cœur des enfants. Ils observent papa et maman. Et la façon dont on va agir, dont on va parler, on va réagir, dont on va se comporter, va s'inscrire dans le cœur des enfants. C'est pour ça que c'est important de parler de ça. C'est pas un sujet anodin, juste comme ça. Venez, on ne crie pas. Venez, il y a une bonne ambiance à la maison. Venez, on essaie de faire la paix entre soi et son mari. C'est surtout, comme dit le Rav Tirosh, qui fait, peut-être cette année, il n'aura pas l'occasion de le faire, mais en tout cas, ça fait plus de 20 ans, qui réunit des milliers et des milliers et des milliers de femmes une fois par an à Jérusalem pour leur parler de l'importance de la paix conjugale. Et Binyan Shalem, tous les ans, c'est quelque chose, c'est vraiment mémorable. Cette année, peut-être qu'il n'y aura pas, justement, avec ce qui se passe. Et une fois, il a annoncé comme ça aux femmes, c'était extraordinaire, j'ai trouvé comme introduction. Une fois, il a dit, sachez, mes très chères dames, que vous ne m'intéressez pas du tout. Je ne suis pas du tout intéressée par vous. En réalité, je suis intéressée par vos enfants. C'est vos enfants qui m'intéressent. Si je prends la peine tous les ans de vous réunir ici et de vous parler et de vous expliquer combien c'est important de faire la paix entre vous et votre mari, qu'il y a une atmosphère agréable, c'est parce que je suis inquiet de l'avenir de vos enfants. Un point, c'est tout. Donc voilà, c'est les enfants qui prévalent, qui sont importants. Qui dit enfant dit futur adulte, qui dit futur adulte dit future vie de couple, qui dit future vie de couple dit j'ai tout ça sur mes épaules en fait. En tant que femme à la maison, lorsque j'interagis avec mon mari, j'ai sur mes épaules toute la responsabilité du futur de mes enfants. C'est pas juste un échange. C'est pas juste un échange. Je vois les gens rigolent sur ce thème qui n'est pas un thème drôle, c'est un thème très très sérieux. Le thème de la paix conjugale, le thème du couple et de la paix au regard du créateur du monde, il faut savoir que c'est quelque chose extrêmement en haut de la pyramide, tout simplement. Voilà, pyramide, c'est plutôt l'esclavage, c'est l'Égypte, on sort d'Égypte, on va pas en Égypte, on parle pas de pyramide, il n'y a pas de pyramide, mais ça veut dire c'est le haut du top level, c'est le haut de l'échelle. Voilà, l'échelle de Yaakov, c'est encore plus juif, c'est le haut de l'échelle. Si vous voulez, la paix conjugale, et pourtant, je vais vous dire, quand on vit en galoute, quand on vit dans ce monde parmi les peuples, en dehors de la terre d'Israël et en dehors d'une ambiance de Torah, on n'a pas du tout conscience que le couple est important. On pense que le couple, c'est quelque chose de normatif. Il y en a qui sont mariés, il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui cohabitent, puis il y en a qui ne cohabitent pas, et puis voilà, il y en a qui font même carrément appartements séparés. Et c'est tout, c'est juste une donnée. C'est juste une donnée. On est marié, c'est une donnée. Et plus on rentre
dans un monde, dans une vision du monde, plus on se rapproche d'une vision du monde qui est plus idéaliste, qui correspond plus à la vision du créateur du monde lorsqu'il a voulu créer le monde et tout ce qui le compose, y compris le couple, on se rend compte que le couple, c'est ce qu'il y a de plus important au monde. C'est-à-dire que si l'éducation, c'est très important, la paix conjugale, c'est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. De tout, de tout. Il n'y a pas quelque chose qui, au nom de cette chose, on va faire un trait sur la paix conjugale, ou on va faire un laisser-passer sur la paix conjugale pour arriver à ses moyens, pour arriver à sa fin. La fin doit être la paix conjugale. Et tout le reste, ça doit être un moyen. Bonjour à toutes. Merci pour les partages, merci pour les mots et les encouragements. Je m'excuse de ne pas répondre. Mon temps est très, très, très compté. Baruch Hashem, comme vous toutes, je suis sûre, très certaine. À quelques jours de Pessah, et puis tous à la maison, voilà. Donc, il faut savoir que la paix conjugale est au-dessus de tout. Et la paix conjugale vaut tous les sacrifices. Alors, sacrifice, petite introduction au mot sacrifice. Je sais que le mot sacrifice éveille pour certaines un renoncement. Les gens n'apprécient pas aujourd'hui le mot sacrifice. Ça sonne avec... D'abord, ça a une consonance chrétienne, et donc le sacrifice effraie, le sacrifice et les gens veulent s'éloigner du sacrifice parce que ça paraît quelque chose de négatif. Mais il faut savoir que sacrifice en hébreu, c'est korban. Korban, c'est karov la Hachem. Ça veut dire que quand tu te sacrifies, la racine du mot sacrifice, c'est se rapprocher du créateur du monde, en hébreu. Tout ça c'est en hébreu. Korban, ani makriv et atzmi. Ani makriv et atzmi, quand je me sacrifie, ani mekarev et atzmi, les shani makriv bishvilo. Je me rapproche de celui pour qui je me sacrifie. Si je sacrifie pour le créateur du monde, alors je me rapproche du créateur du monde. Si je sacrifie pour mon mari, je me rapproche de mon mari. Si je sacrifie pour mes enfants, je me rapproche de mes enfants. C'est une consonance totalement différente. Le sacrifice en hébreu, qui est un don de soi en réalité, c'est le summum de l'essence d'une personne juive. Et d'une personne de manière générale, si elle veut être cohérente avec la vision du créateur du monde. Donner de soi, un don de soi. Le don de soi. Lorsque je donne de moi, je ressemble en cela au Créateur. Et il n'y a pas de niveau plus suprême que de ressembler au Créateur dans ce monde. Donc ça peut être sacrifier tout et tout. Alors, bien sûr, la femme a une intuition. Bien sûr que la femme, ce n'est pas pour rien. Bina yetera nitna laisha. La femme a une intuition plus importante que celle de l'homme, carrément, nous dit la Torah. Donc la femme a une intuition. Elle sait quand c'est le moment de se sacrifier, et puis elle sait quand est-ce qu'elle doit recharger ses batteries. Des fois, même recharger ses batteries, des fois, c'est même un sacrifice, parce que j'aurais pu tout simplement continuer ma tâche, et je dis non. Je sacrifie de mon orgueil personnel à vouloir finir une tâche jusqu'au bout, en me disant que maintenant je dois récupérer aussi du sacrifice quelque part, parce que je m'efforce de faire les choses avec une vision à long terme. C'est-à-dire que je me dis, quand je vais dormir pour récupérer des forces, c'est parce que je veux être de bonne humeur avec mon mari et mes enfants, et quelque part c'est un sacrifice aussi. On dit que toutes les choses qui paraissent anodines, comme manger, dormir, se doucher, se reposer, remplir ses batteries, lire un peu chacun ce qui lui fait du bien, tant que c'est c'est pas en dehors de la loi, eh bien, toutes ces choses qui paraissent banales sont comme un sacrifice. Et que mot korban la Hachem, c'est comme un sacrifice que je sacrifie à Hachem, parce que dans ma tête, je le fais pour ma maison. Je le fais pour faire tenir ma maison. Je le fais pour réjouir mon mari. Et il faut savoir qu'il n'y a pas un homme sur terre, il n'y a pas un mari sur terre qui n'a pas à l'intérieur de lui une force en potentiel. Il n'y a pas un mari, ça veut dire que des fois, en tant que femme, on a l'impression que le mari a des défauts. On regarde son mari et on va zoomer sur ses défauts. On va se dire,
bah, de toute façon, c'est vraiment pas le genre à étudier la Torah. Bah, de toute façon, c'est vraiment pas le genre à pouvoir éduquer ses enfants comme il faut. Bah, tu sais, c'est vraiment pas le genre à faire tenir une famille. C'est pas, on a une image négative de son mari. Et il faut savoir que c'est faux. Que c'est faux. Parce qu'il n'y a pas un homme au monde, il n'y a pas un être au monde qui n'a pas à l'intérieur de lui, tous les êtres au monde, une joie intérieure qui est là, qui n'attend que d'éclore. Une intelligence qui n'attend que d'éclore. Une volonté de bien éduquer ses enfants. Une volonté de faire plaisir à sa femme. Une volonté comment dire, d'être en paix avec sa femme qui n'attend que d'éclore. Comment je peux aider mon mari à faire éclore toutes ces choses extraordinaires qu'il a en lui? C'est en croyant que cela se trouve en lui et que ça n'est que au travers de mon amour pour lui, de ma démonstration d'amour pour lui, de combien je vais réchauffer l'atmosphère pour lui, pour qu'il se sente aimé, qui va lui permettre de faire sortir tout ce qu'il a de bon à l'intérieur, à l'extérieur. Mais parfois, en tant que femme, des fois, on est prise d'orgueil quelque part et on va de soi-même coller une étiquette à son mari d'incapable. De toute façon, c'est un coléreux, il ne peut pas changer. De toute façon, il ne m'a jamais fait de cadeau. De toute façon, il ne sait pas s'y prendre, etc. On va lui coller une étiquette. Et ça, c'est de l'orgueil. Quand on colle une étiquette sur quelqu'un, qu'on l'enferme dans une case, même sans lui dire, mais mentalement dans sa tête, déjà, il le ressent très fort, l'enfant le ressent très fort, le mari le ressent très fort, la personne qui est en face, pour qui on a une mauvaise pensée, le ressent. Il y a des ondes qui s'échappent de nous. Et les traits de nos visages démontrent ce que l'on a dans notre cœur. Et c'est des choses qui se ressentent. Tout le monde pourra vous le dire. Cette personne, quand je suis à côté de cette personne, je suis tranquille, je suis sain, je suis... serein, et quand je suis à côté de cette personne, je suis moins serein. On ressent les ondes. Donc, quand je colle une image à mon mari, même mentale, je l'enferme dans une case. Et c'est très dur de sortir de cette case. Quand l'autre nous colle une image, nous colle une étiquette sur le dos, c'est très dur de sortir de cette case. Et au final, c'est la femme qui y perd. C'est la femme qui y perd parce qu'elle a mis son mari dans une case. Il est dépressif, c'est comme ça. Bah, il n'est pas joyeux. Voilà, c'est comme ça. Moi, je tombe sur des hommes qui ne sont pas joyeux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et donc, on le met dans une case. Et au final, c'est nous qui perdons. Parce que s'il reste, il continue de perdurer cette image-là, c'est parce que moi, dans mon cœur, je suis persuadée qu'il ne peut pas changer. Et quand j'ose admettre qu'à l'intérieur de mon mari, il y a du bon, comme tout être au monde, tout enfant, il faut savoir, tout bébé qui vient au monde, vient avec une joie innée. Il n'y a pas de bébé qui naît dépressif, ras shalom. Un bébé naît avec la joie dans le cœur. Si je sais, créer une atmosphère positive et bienveillante, mon enfant va perdurer cette joie qu'il a en lui. Et malheureusement, plus l'atmosphère est négative et pesante, pleine de remontrances et pleine de dictature, d'ordre, de déception face à l'autre, que ce soit mon enfant ou le mari, c'est la même chose, eh bien, plus l'autre va perdre, va étouffer cette joie, mais qui reste à l'intérieur de lui, quoi qu'il arrive. Donc sa joie, sauf cas vraiment de maladies pathologiques, sauf des cas vraiment très très graves qui sont une toute petite minorité de la population, bien moins que ce qu'on imagine. En général, ces personnes sont dans des asiles ou des endroits où on leur donne des médicaments. Je parle de vraiment, ça c'est des cas extrêmes où, dans ces cas-là, la rabbinite Miriam Mizrahi nous dit elle-même, c'est très dur de redonner la joie à quelqu'un qui a complètement perdu la volonté de s'en sortir. Mais je parle de cas, c'est vraiment des cas extrêmes. Ce que je viens de dire, ne l'administrez pas à votre mari. Ne vous dites pas « Ah, mais mon mari… » C'est vraiment des cas maladifs, graves, où la personne ne peut même plus s'occuper d'elle-même seule. C'est-à-dire qu'elle ne peut même plus d'elle-même aller aux toilettes, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que même aller aux toilettes n'est plus de sa capacité. C'est vraiment des cas graves. D'accord? Si vous avez quelqu'un chez vous qui est attristé, qui a du mal à faire des choses, mais qui est attristé, ça ne veut pas dire que c'est un cas pathologique et qu'elle ne peut pas s'en sortir. Au contraire, je vais vous donner la recette. La recette unique. Ça n'est pas de moi, c'est de la Torah, tout simplement.
Je vais vous donner un petit exemple qui n'est pas très esthétique, n'est pas très hygiénique. Pardon, si vous dormez, si vous êtes en train de manger plutôt. Mais je trouve que c'est un exemple qui exprime bien la chose. Un point noir. Vous savez ce que c'est un point noir? Un point noir, c'est lorsqu'il y a un pore de la peau comment dire, où il y a des salissures qui sont rentrées à l'intérieur du pore, et le pore est donc complètement bouché par un point noir. Ça se transforme en un point noir, d'accord? Comment on fait sortir les points noirs? Il y a plusieurs techniques. L'une de ces techniques, c'est de triturer le pore, c'est-à-dire de mettre ses deux doigts avec les ongles et d'appuyer autour du pore pour que sorte le point noir. Je m'excuse pour l'image. Et au final, le point noir va sortir, mais peut-être pas entièrement. Il va se briser. Souvent, il se brise. Il ne sort pas complètement. Et en général, il reste des cicatrices. C'est souvent l'histoire des jeunes filles qui veulent, c'est un petit conseil pour les jeunes filles qui vont se marier, qui veulent absolument faire un soin du visage juste la veille du mariage. C'est pas la meilleure chose à faire parce qu'en général, on ressort avec des cicatrices de partout parce que les esthéticiennes utilisent justement ce petit appareil en acier qui va appuyer sur la peau et qui va essayer de sortir le truc. Il va même pas sortir entièrement et voilà, il y a des cicatrices de partout ou avec les ongles, c'est encore pire. Et il y a une deuxième technique que c'est un instant. Il y a une deuxième technique qui est grâce à des vapeurs d'eau chaude. D'accord? Vous prenez un bol d'eau, vous le mettez. En plus, si vous mettez des petits herbes aromatiques, alors là, ça sent l'eucalyptus. Vous mettez le visage au-dessus, vous mettez une serviette. Et là, les pores, grâce à la chaleur, vont naturellement s'ouvrir et vont laisser sortir tout ce qui est sale à l'extérieur. Et il ne reste plus qu'à nettoyer sa peau et tout est propre. D'accord? C'est deux techniques totalement différentes. Et bien pour le potentiel du mari, c'est pareil. Les havdil, le potentiel, c'est pas un point noir, mais c'est quelque chose qu'on veut faire sortir à l'extérieur, d'accord? Ou je vais aller triturer mon mari. Je vais sans arrêt lui dire, lui montrer qu'il a tort. Je vais le reprendre. Je vais lui montrer que je suis pas d'accord. Je vais tout le temps rentrer en débat contre lui et tout ce qu'il va me dire, je vais lui tomber dessus et je vais le juger. Et à chaque fois, voilà, une ambiance pesante. Et tu fais pas ce qu'il faut, et il faudrait faire ça, et c'est quand tu vas t'y mettre, et excuse-moi, mais voilà, le mari de ma copine, ce qu'il a fait, et voilà, tu n'es pas capable de faire ça, c'est bon, ou alors, on dit rien, mais on fait une tête de Tisha B'Av, alors que c'est pas Tisha B'Av, et ça, il le ressent très fortement, et ça va peut-être faire sortir quelque chose à l'extérieur, peut-être qu'il va faire ce qu'on lui a demandé, il va finir par jeter la poubelle parce qu'on l'a vraiment cassé, d'accord? Où il nous a entendu avoir une discussion très négative sur son dos avec sa maman au téléphone, ce qui est de la médisance pure, d'accord? Ouais, tu connais, il jette jamais les poubelles. Ah, chérie, ça va, je jette les poubelles. Donc, c'est des choses qui laissent des cicatrices, d'accord? Au final, il y a une ambiance de cicatrices, il y a une ambiance rougeâtre, il y a une ambiance de pesante, et ça laisse des cicatrices. Et au final, le potentiel, il est brisé parce que il sort pas complètement, d'accord? Il n'a pas la facilité pour sortir, donc il est brisé. L'autre moyen de faire sortir le potentiel de mon mari, la joie qu'il a à l'intérieur de lui, la volonté qu'il a à l'intérieur de lui, à condition que ce qu'il a à exprimer, je suis prête à l'accepter tel qu'il est, à condition que ce qu'il a exprimé, je ne parle pas de choses qui ne font pas partie de lui. D'accord? S'il exprime des choses qui ne font pas partie de lui, des choses qui... En général, il va exprimer s'il se sent vraiment dans une ambiance d'amour, et c'est ce travail dans la tête. C'est pas seulement des actes, c'est aussi des actes. Les actes, on va dire, c'est l'introduction. Mais c'est le décor. Les actes, c'est le décor. Mais la pensée, les gestes que je vais avoir envers lui, la capacité que je vais avoir à lui laisser s'exprimer sans le reprendre, lui faire ressentir que je l'aime, voilà. Le faire ressentir que je l'aime. Je l'aime comme au début, on n'avait pas besoin d'expliquer comment exprimer son amour face à son fiancé, d'accord, c'est naturel, on exprime son amour. Eh bien, ce souvenir de comment j'exprimais alors mon émoi pour mon fiancé, mon amour pour lui. Et toute cette chaleur, d'accord, ça peut être le prendre dans mes bras, lui
lui faire un câlin, je sais pas, mille et une manières, mille et une manières. Lui dire bravo, lui dire merci pour ce que tu as fait, je suis trop contente, ah là là, je suis contente qu'on soit ensemble, on passe des moments incroyables, je voudrais te dire merci mon amour parce que tu as fait ça, et franchement t'es top, et je suis d'accord avec toi quand tu as dit cette phrase, et tu as tout à fait raison, et tu as eu raison de lui parler comme ça, et tu as eu raison. Même si vous ne pensez pas au fond de vous, d'accord? Un petit effort, je vous assure, ça donne des résultats tellement formidables. Et les enfants, ils gagnent tellement, et la maison, ils gagnent tellement, et le créateur du monde a une place où résider. Imaginez le découlement extraordinaire que ça a. Quand je vais manifester toute cette chaleur envers mon mari, d'abord, les enfants sont extrêmement éponges ces bonnes ondes, d'accord? C'est comme quand des fois les gens racontent qu'ils ont des souvenirs formidables de chez leurs grands-parents, qu'ils allaient chez leurs grands-parents et que la fin du CEDER, enfin le CEDER c'était une ambiance extraordinaire parce que le grand-père parlait avec la grand-mère. Il y a une ambiance comme ça d'amour entre le grand-père et la grand-mère qui s'est créée, qui est sain et qui s'est créée de façon saine. Et les enfants, les petits-enfants épongent ces bonnes ondes et ça nourrit les gens. Il faut savoir. Il y a deux sortes de nourriture. La nourriture physique et la nourriture de l'esprit. La nourriture du cœur. C'est l'atmosphère. C'est l'atmosphère. Nous devons être sur les deux fronts. Nous devons fournir une nourriture physique et fournir une nourriture de chaleur. Une nourriture d'atmosphère, de bienveillance envers le mari et envers les enfants. Et qu'il faut dire oui à tout et qu'il faut être d'accord avec tout ce que le mari propose. Je ne dis pas ça. Dans la journée, quand les enfants sont réveillés, le meilleur conseil que je pense qui sera le leitmotiv de ce confinement, ça sera l'isrom. C'est-à-dire aller avec le sens du courant dans lequel on va. Comme la dernière fois, je vous ai dit, je pense que l'emploi du temps de la maman, ça doit être en fonction de ce que Hachem lui met sur sa journée, sur son chemin. D'accord? Eh bien, avec le mari, ça doit être pareil. On doit l'isrom. Ça veut dire... ça veut dire que si le mari dit quelque chose et que les enfants sont réveillés, eh bien pourquoi pas être d'accord avec lui. Si le mari dit « Allez, venez maintenant, on va ranger l'armoire » alors que je n'avais pas prévu de ranger l'armoire, alors allez, je pense que la meilleure des choses à faire, et la femme, je vous assure, c'est un grand enseignement pour la femme que d'aller d'après son mari sur ces choses-là, sur le déroulement de la journée, sur comment il voit, comment on va faire le ménage. Si vous voyez qu'il s'y est pas du tout pris par rapport au ménage, lui dire écoute chérie, je m'inquiète un peu pour le ménage, qu'est-ce que tu penses? Ah alors oui, alors si tu t'inquiètes pour le ménage, regarde, on va faire comme ça et on va faire comme ça et on va faire comme ça et là on l'a éveillé sur le thème du ménage, mais c'est lui qui reste le capitaine. C'est très important pour un homme, je sais. On n'a pas l'habitude, surtout quand voilà, le mari travaille toute la journée et qu'il rentre le soir très tard, il n'est pas toute la journée à la maison, on est un petit peu le capitaine de la maison, d'accord? Les enfants nous voient un peu comme le capitaine, on se sent vraiment capitaine, on sent qu'on a le gouvernail, d'accord? On sent que c'est nous qui décidons toute l'année quand est-ce que je fais à manger, qu'est-ce que je fais à manger, quand je fais les courses, qu'est-ce que je fais comme courses. Mais le mari, il a besoin d'être le capitaine. Il y a des hommes qui vous diront, il y a des hommes qui vous diront clairement, écoute chérie, je te fais confiance. Je te fais confiance, fais-toi comme tu sens. C'est possible. Mais si le mari n'a pas prononcé cette phrase, le mari a besoin, et c'est sain pour lui, c'est crucial pour lui de se sentir le capitaine de la maison. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on s'éteint totalement en tant que femme. Une femme qui s'éteint, c'est une maison manquante. Il faut une femme avec ses qualités et ses défauts quelque part, avec sa façon de penser et sa vision de la chose. La femme ne doit pas s'éteindre. Elle doit continuer d'avoir en tête la façon dont elle voit les choses et l'exprimer à son mari à un moment dans la journée. Mais justement, il y a un moment dans la journée. C'est quand les enfants sont partis dormir.
Si dans la journée, j'ai senti qu'il y avait quelque chose que je voulais absolument faire passer à mon mari, que par exemple, je sens que l'étude de la Torah des enfants est en train de nous échapper, je sens que les journées passent et que les enfants n'ont pas un peu d'études de Torah, ils n'ont pas entendu un devoir Torah, rien, et ça me peine, parce que j'ai conscience de l'importance de cela, eh bien, le soir venu, je vais lui communiquer la chose, je vais lui parler de la chose. Et même si le ton monte un petit peu, c'est pas grave, parce qu'il faut qu'on parle des choses importantes. Ou bien, quand j'ai dit cette phrase et que tu m'es tombé dessus devant les enfants, j'ai pas apprécié ça et ça m'a rabaissé devant les enfants. Essaye de faire un effort pour ne pas me casser devant les enfants, s'il te plaît. C'est dérangeant, c'est ça. Dire, voilà, il y a quelque chose qui vous tient à cœur et que vous n'arrivez pas à laisser passer. Profitez du soir quand les enfants dorment, quand les enfants ne sont pas là, pour parler de ça. On n'est pas obligé de tout parler, surtout en temps de confinement. Il y a tellement de choses qui passent dans la journée. On n'est pas obligé de tout parler. On n'est pas obligé de tout lui ramener devant les yeux et tout contredire tout ce qu'il a fait. Au contraire, s'il y a des choses que je peux laisser passer, c'est bénéfique. S'il y a des choses que je peux carrément encourager, c'est encore plus bénéfique. Tu sais, chérie, aujourd'hui, quand tu as donné à manger au petit parce que j'arrivais pas à lui donner à manger, je te remercie. Tu m'as sauvé la vie. Tu m'as sauvé la vie parce que je me fais du mauvais sang, etc. Cet encouragement-là, mais ça le nourrit. Ça le nourrit. Comment voulez-vous qu'un homme puisse rendre heureux sa femme s'il est vide émotionnellement, s'il est vide de l'intérieur, s'il reçoit que des marmites sur la tête et des remarques toute la journée et des soupirements et sur notre visage, on affiche du matin au soir qu'on n'est pas d'accord avec sa façon de faire les choses. Comment voulez-vous qu'après il trouve les forces en lui, ne serait-ce que pour s'occuper de ses enfants? J'aime mes enfants. Je veux le bien de mes enfants. Si je veux le bien de mes enfants, j'ai absolument besoin d'un papa épanoui, d'un papa joyeux, quelle que soit sa vision des choses, quelle que soit sa vision de la journée, sa vision de l'éducation. J'ai besoin d'un papa épanoui et joyeux et bien dans ses baskets pour être bien avec les enfants. Donc si j'aime mes enfants, par amour pour mes enfants, j'apporte de l'amour et de la chaleur à mon mari. Je l'encourage, je lui dis bravo, je lui dis des compliments. C'est un travail de sortir de son ego, de son égoïsme, de son égocentrisme. On aime bien on aime bien foncer, faire ce qu'il y a à faire et ne pas s'arrêter sur ces petits détails et de dire bravo, ouais, c'est rabaissant, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Oui, c'est crucial pour le mari et il ne vous le dira jamais. Jamais. C'est rare qu'un mari, un homme puisse exprimer « j'ai besoin de tes encouragements ». C'est très rare, à moins qu'il ait fait beaucoup de prise de conscience et beaucoup Mais sinon, c'est rare. Un mari, un homme a besoin de ces encouragements. C'est simple, c'est simple. Le Rav Kook nous dit « Je préfère fauter dans l'amour gratuit que dans la haine gratuite ». Ça veut dire, même si j'en fais trop, même si j'ai peur de trop en faire, même si j'ai peur de trop l'encourager sur des choses que peut-être j'aurais pas dû l'encourager sur ça parce que c'est pas vraiment ce qu'il fallait faire, il vaut mieux trop encourager. Il vaut mieux être trop chaleureuse avec le mari que le contraire. Chas v'shalom. Et quand on tombe dans le contraire, on s'habitue à cette situation. Quand on s'habitue à ne plus se toucher, quand on s'habitue à ne plus se regarder dans les yeux, quand on s'habitue à ne plus apprécier l'autre, malheureusement, on peut rester dans cette case fossilisée de longues années, que Dieu préserve. Et là, on est dans une situation d'urgence. On est dans une situation d'urgence où il faut relever ses manches, pas au-dessus du coude, comme je vous dis toujours, mais il faut mettre de l'huile de coude, voilà, et il faut s'efforcer de se prendre en main. On ne peut pas continuer avec des mauvais traits de caractère. Avant, on pouvait partir au centre commercial, avant, on pouvait fuir au travail, avant, on pouvait fuir au cinéma, chez les créateurs d'illusions, au cinéma, on pouvait fuir chez la copine. Aujourd'hui, on est tous à la maison et on est obligés, les amis, je ne veux pas mettre la pression, mais on a un petit peu, quelque part, obligé de se prendre en main. On est obligé de se prendre en main. On est obligé de prendre en main ces traits de caractère et de comprendre qu'il est de toute urgence, avec douceur, pas sans vouloir non plus si j'ai raté, pas sans vouloir non plus si j'ai pas réussi à mettre en pratique ces choses-là, se dire que demain je réparerai, mais être dans cette optique. C'est très important de choisir sa direction. Être dans cette optique de se dire je suis dans un chemin vers l'amélioration de mes traits de caractère pour
par amour pour mes enfants, j'ai mis ces petits êtres de chair et de sang, ces petits êtres mignons comme tout au monde, d'accord? S'ils sont déjà grands, alors sortez des photos de quand ils étaient petits, regardez ces photos, imprégnez-vous de la candeur qu'ils ont dans leurs yeux et de l'innocence qu'ils ont dans leurs yeux. Regardez bien ces petits visages d'anges, et que chacun, toutes les familles qui n'ont pas encore d'enfants et qui attendent qu'ils puissent avoir des enfants, Bezrat Hachem, regardez bien ces visages d'anges, et dites-vous, pour eux, je vais le faire. Pour eux, je vais aimer mon mari. Pour eux, je vais me taire quand il n'y a pas besoin de parler. On parle tellement trop quand il n'y a pas besoin de parler. Et pas assez quand il faudrait parler. Il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas obligé de débattre. Sur lesquelles on n'est pas obligé de rentrer dans la polémique. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut se retenir. Et sachez que le fait de se retenir, c'est comme si on avait accompli une mitzvah. C'est une mitzvah de se retenir. Se retenir, c'est pas moins une mitzvah que d'agir. D'accord? Si je mets la pièce dans la tzedaka, ou que je me retiens de faire une remarque désobligeante à mon mari qui va faire péter l'atmosphère, d'accord? C'est rien, j'ai juste une petite remarque. Je lui ai juste dit d'arrêter de mettre les maïs là sur la table parce qu'après ça tombe sur le côté. C'est tout ce que je lui ai dit. Il a besoin de faire toute une sauce, tout ça. Eh bien, il fallait y penser avant. Je dis ça, je me parle à moi-même. Mais il fallait y penser avant. Si ça casse l'atmosphère, la prochaine fois se dire, eh bien, cette petite phrase, je la retiens. Cette petite phrase, je la mets aux oubliettes. Cette petite phrase, je l'enferme à l'intérieur et elle n'a pas besoin de sortir. Si c'est pour pourrir l'atmosphère, pareil, elle n'a pas besoin de sortir. Nos sages nous disent, je n'ai pas trouvé mieux que le silence pour l'âme. Pour le repos de l'âme, je n'ai pas trouvé mieux que le silence. Encore une fois, il y a des moments où il faut parler. Le soir, quand on se retire dans notre chambre, on ferme la porte, où les enfants ne dorment pas parce qu'ils sont grands, on leur donne des bambas, on leur donne des autocollants, des petites choses, pas des écrans, non. On leur donne quelque chose pour lesquels ils vont pouvoir s'occuper. Les amours, ne rentrez pas dans la chambre de papa et maman, on a besoin de discuter 20 minutes les fachotes, au moins 20 minutes. On ferme la porte à clé, on s'assoit face à face ou côte à côte, peu importe, et on parle, on dit, écoute chérie, je t'aime, tu es le père de mes enfants, c'est super, je suis contente, on est une famille merveilleuse, mais regarde, quand tu fais ça, ça me fait mal. J'ai besoin de force, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin de batterie. Pour donner aux enfants, j'ai besoin de sentir que tu fais pas cette chose-là ou que tu fais cette chose-là. J'ai besoin. Est-ce que tu penses que tu peux le faire? Est-ce que tu penses que tu peux te retenir? Est-ce que tu penses parler, dire voilà, ça va pas arriver du jour au lendemain. Je dis pas que quand vous allez le dire à votre mari, il va vous dire ok chérie, je m'excuse, j'avais pas vu. Il va peut-être s'énerver parce qu'il n'a pas l'habitude et c'est normal. Il faut accepter, il faut donner le temps à l'autre de grandir, lui donner le temps de digérer ce que j'ai à lui dire. On n'a pas le cerveau, on n'a pas la même tête, on vient de deux planètes, on vient de deux hémisphères différents. Donc c'est évident que ce que j'ai à lui dire, il ne va pas l'accepter tout de suite du jour au lendemain. Si c'est le cas, c'est un miracle, il faut dire Nishmat Kolcha, il faut remercier le Créateur. Si mon mari est tout de suite d'accord avec ce que je lui dis, il faut remercier le Créateur. Et même s'il n'est pas d'accord avec moi, il faut remercier le Créateur, parce que tout ça c'est un processus pour m'apprendre à être patiente, à être tolérante. À apprendre, c'est l'école, la plus grande école au monde. Vous savez, toutes ces universités qui étaient ouvertes jusqu'à il n'y a pas longtemps nous donnaient le sentiment qu'on grandissait intellectuellement. Mais je veux vous dire, la vraie évolution intellectuelle, c'est celle de l'introspection. C'est celle de comprendre que quand je suis chez moi, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de diplôme à la fin. Il n'y a pas quelqu'un qui va me donner des notes. D'accord ? Mon carnet de notes va pas être sur le site internet de l'académie pour montrer à tout le monde que je suis parmi les meilleurs et que je suis dans une école d'élite et tout. Quand je suis à la maison, c'est la plus grande école dans laquelle je suis. C'est la plus grande école dans laquelle je peux être reçue. La plus grande école. Il n'y a pas tous les honneurs, il n'y a pas toutes les étoiles autour et tout ça, mais c'est la plus grande école. Quand mon mari n'est pas d'accord avec ce que je lui dis, c'est l'occasion d'apprendre l'humilité, d'apprendre à accepter que l'autre a une autre façon de voir les choses. Et je suis forcée de passer par cet enseignement si je veux pouvoir être apte à avoir des enfants qui vont devenir des adultes qui eux-mêmes auront des façons de penser qui ne seront pas forcément ma façon de penser. Et quel genre de maman je veux être?
une mère obtuse qui laisse pas la place à une pensée qui est différente de la sienne, qui juge chaque mot, qui tombe sur chaque mot, ou alors une maman qui permet à l'enfant qui est déjà adulte, qui a besoin d'ouvrir son cœur, de s'épancher, de se sentir qu'il a une adresse pour épancher son cœur. Et une fois que je serai belle-mère, Bezrat Hashem, mes gendres, mes belles-filles, est-ce qu'ils auront le sentiment en ma présence qu'il y a une pression qui les force à être comme moi et que s'ils ne sont pas comme moi, je ne suis pas d'accord? Ou alors je suis quelqu'un d'ouvert et c'est quelque chose qui arrive après des années et des années de vie, des années et des années à communiquer avec le mari. Des fois, le ton monte un petit peu quand les enfants ne sont pas là. Des fois, on n'est pas d'accord et c'est dur et j'ai le ventre crispé. Toutes ces choses-là sont en train de m'apprendre à devenir une femme construite, une personne construite. Et si je fais l'école buissonnière, c'est-à-dire en allant sur mon écran, et si je fais l'école buissonnière, c'est-à-dire Chas Veshalom, en ayant des discussions avec un autre homme qui n'est pas mon mari, si je fais l'école buissonnière en pensant que cette situation n'est pas celle qui devrait être la plus optimale pour moi, ce qui est le plus grand manque de foi en le Créateur, ce qui est le plus grand manque de Emouna en le Créateur, quand je remets en question la situation dans laquelle je suis, quand je crois un seul instant que ce mari, ça aurait dû être un autre et c'est une erreur si je suis tombée sur lui, ou que ses enfants, c'est pas exactement ce qu'il y a de plus facile pour moi et que ça aurait pu être facile si Chas Veshalom, ça aurait été autrement. Ça, ce sont des façons de penser qui sont goy. Que le monde n'a pas de créateur et que tout est le fruit du hasard. Ça, c'est une vision goy, athée. Nous ne sommes pas athées, nous sommes des croyants, fils de croyants. Ma'aminim bne ma'aminim. Nous sommes croyants, fils de croyants. Et tous les jours où je me lève dans cette maison en confinement, tous les jours, tous les détails sont là pour me le rappeler. Tout autour de moi est la volonté du Créateur. Tout autour de moi. Ce bruit, c'est la volonté du Créateur. Cet enfant qui rentre dans ma chambre quand je venais enfin m'endormir, c'est la volonté du Créateur. Ce mari qui me dit une idée et qui est plein d'enthousiasme quant à une idée qui est l'inverse total de ce que moi, comment je vois la vie, c'est la volonté du Créateur. Est-ce que je réponds présente à l'appel de l'école du Créateur? Ou est-ce que Dieu préserve, je fais l'école buissonnière et les résultats s'en feront, je n'aime pas effrayer, mais les résultats s'en feront suivre malheureusement. Malheureusement. Donc voilà, je nous encourage toutes, Bezrat Hashem, à mettre de l'eau dans son vin, comme on dit. Mettre de l'eau dans son vin. Quand le mari nous parle, accepter, le laisser parler, lui permettre de parler et à déployer de temps en temps, quand j'en ai la force, quand je sens que je peux le faire, de la chaleur et de l'amour pour mon mari. Lui caresser la joue, le prendre par l'épaule, lui dire ça va, ne t'inquiète pas, ça ira, parce que les maris, il faut savoir qu'ils ont reçu la malédiction, après la faute du premier homme, ils ont reçu la malédiction de manger leur pain à la sueur de leur front, c'est-à-dire de devoir fournir beaucoup d'efforts pour pouvoir recevoir une subsistance. Donc le thème de la subsistance pour le mari, c'est quelque chose, pour l'homme, c'est quelque chose de très sensible, Donc on doit être dans l'empathie, Bezrat Hashem, il serait bien d'être dans l'empathie. Quand le mari démontre un stress ou démontre une panique un peu par rapport à ce qui se passe et par rapport à son travail, à son métier, et il n'y a pas mieux que de lui montrer qu'on est dans l'empathie. Plus on va être dans l'empathie, plus ça va passer, ça a des chances de passer plus rapidement, ce moment de stress. Si on est dans le « mais attends, mais t'as pas de foi, mais il y a pire que toi, mais sache que c'est pour le bien que Dieu fait ça », mais toutes ces leçons de morale, ça leur fait pas du bien sur le moment. Sur le moment, ça leur fait pas du bien. Donc, le mieux, c'est d'abord d'être dans l'empathie. Chérie, je comprends. Oh là là, c'est pas facile, ça doit pas être évident pour toi qui as eu l'habitude de travailler jusqu'à maintenant, tu as tellement fait d'efforts pour ta société, je te comprends, je suis tellement d'accord avec toi, le prendre par l'épaule, lui donner vraiment le sentiment qu'on n'est pas dans le jugement. Et vous allez voir, ça va donner des fruits merveilleux. L'homme va pouvoir retrouver des forces en lui et se reprendre, et Bezrat Hashem, être le pilier de sa maison avec sa femme, Bezrat Hashem, ensemble. Que Dieu nous donne la force et nous aide à donner de la force à nos maris pour qu'ils puissent
eux-mêmes donner de la force à nos enfants, Bezrat Hashem, et en ce sens faire venir des générations saines et joyeuses dans le monde, Bezrat Hashem. À très bientôt, mes très chères dames.